C'était la première fois aussi où notre drop a flop. Le départ d'une associée, je le vis un peu comme un échec, sachant qu'on avait tous aussi une relation particulière avec elle. C'était ma meilleure amie. Il y a le CV des réussites, mais le CV des échecs, il est plus important. Une grosse campagne euh, dans laquelle il y a eu beaucoup de budget, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va super bien marcher. Du coup, on avait droppé la collection et on a vu que genre ça n'avait pas du tout pris. À ce moment-là, on était très mal de voir genre tout le monde partir. On était retrouvés nous seuls. Lui, le flic, il voulait faire le plus malin des malins. Tu vois, il était là, genre, tu vas pas m'avoir comme ça, mec. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de la Fondation de la mode. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet que vous attendiez tous, nos 10 plus grands échecs. Et je commence. Ça va déjà? Vous allez... Oui, oui, tout va bien, hein, tout se passe très très bien. On est déchaînés aujourd'hui. Moi, j'ai envie de commencer cet épisode en parlant d'un échec du côté du management. En fait, c'est dur parce que j'ai l'impression de devoir me livrer, tu vois, et de parler des échecs. Mais du coup, moi, le premier échec que j'ai vécu, c'était, je pense que c'était 4-5 mois du début de l'entreprise. On venait d'aménager dans notre nouvel atelier, donc l'atelier qu'on vous avait parlé à Vaugirard de 200 mètres carrés. Enfin, tout devenait sérieux à ce moment-là. Et il faut savoir que pendant toute cette période, nous, dans nos équipes, on avait plus d'une dizaine de personnes. C'était des anciens collègues à nous, c'était des anciens personnes, des amis à nous. Et j'ai senti que quand on a aménagé dans ce nouvel atelier, même si on restait tous très proches, le fait qu'on ait évolué très très vite, j'ai senti qu'il y a beaucoup de jalousie ou une distance qui s'est créée avec notre équipe parce que comme on grandissait très très vite et on, euh, on avait un train de vie qui évoluait et les personnes qui étaient avec nous toujours restaient en stage. Enfin, on avait une grande différence qui s'est installée. Et du coup, l'échec que je pourrais dire, c'est qu'on a perdu toute cette équipe à la même période. Au même moment, j'ai senti que c'était la première grande échec que j'ai ressenti. Vous en dites quoi? Bah oui, je pense qu'on se rappelle tous hein, de cette période-là. Mais est-ce que tu pourrais peut-être expliquer pourquoi ils étaient en stage? Ça pourrait être intéressant aussi pour que les gens puissent comprendre. Ouais. En fait, ils étaient en stage tout simplement parce que c'était la période du Covid et personne ne trouvait de stage pour finaliser ses études de fin d'année. Et du coup, on avait pris plein de gens qui n'arrivaient pas justement à trouver de stage, à qui on a offert un stage pour qu'ils puissent valider leur diplôme de fin d'année. Et tout simplement, c'était pour cette raison-là. Et c'était des amis à nous aussi. Que vous étiez dans la même école de base. Exactement, Ok. exactement. Et c'était des amis à nous, c'était des gens qui étaient dans la même école que nous. Et aussi, c'était des personnes qui nous suivaient déjà, enfin, au début de Kamad, qui nous suivaient, qui aimaient ce qu'on faisait avec les bijoux. Ouais. Moi, en fait, ce qui me fait rire avec cette histoire, c'est qu'en fait, tout est parti avec d'un malentendu de base. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y avait justement les 5-6 personnes qui travaillaient avec nous, tu vois, euh, qui sont partis du coup dans la même période, genre dans l'espace wow, d'un mois. Ils sont tous partis en même temps, mais je me rappelle qu'à l'origine, c'était parti d'un malentendu. En fait, il y avait une des personnes, la première personne qui est partie du coup, qui a démissionné, je crois, ou je crois qu'il y avait eu un peu un conflit bizarre, genre. En fait, elle, vu qu'on venait d'aménager dans cet atelier-là, on l'avait pas encore déclaré au nom de la société, l'atelier, je crois. Et du coup, on lui faisait genre ses fiches de paye normales, mais à l'adresse du siège. On n'avait pas eu le temps de faire les avenants, etc. Et du coup, pendant quelques temps, en fait, elle pensait qu'on faisait les choses illégalement, qu'on la déclarait pas, qu'elle n'avait pas ses cotisations, etc. Elle avait checké sur Internet, je crois, la société, etc. Et elle avait pas trouvé elle avait trouvé que la société au siège. Elle n'avait pas trouvé du coup la société à l'adresse où on travaillait au nouvel atelier. Et elle avait réussi à mettre la gangrène, je me rappelle, dans la tête de tout le monde, comme quoi
ouais, c'est faux, on touchera pas nos cotisations, les chômages, nanana. Et petit à petit, elle avait réussi à foutre la gangrène chez tout le monde. Et les gens venaient nous voir, justement, je crois, pour nous poser des questions. Et il y avait un peu, genre, il y avait un peu un froid à cause d'elle, je me rappelle. Mais moi, ouais, mais en fait, je rajouterais encore plus parce que là, c'est quand la gangrène elle s'était déjà installée. Ce qu'il faut savoir que quand on avait avec nos stagiaires, toute notre équipe, en fait, nous, on avait l'habitude de faire plus de 300 € de courses par semaine. Et en fait, c'était vraiment tout le monde choisissait ce qu'il voulait manger pour le midi, parce que pour nous, encore une fois, on n'avait pas cette notion de l'entrepreneuriat et on a essayé de gérer le management comme on aurait aimé qu'on le fasse, c'est-à-dire faire les courses le midi, parce que c'est des étudiants, c'est compliqué d'aller acheter sa nourriture tous les midis ou ramener sa gamelle ou des choses comme ça. Et en fait, nous, on avait pris cette habitude de faire des courses toutes les semaines à hauteur de 300-400 €. Franchement, c'était tout ce que tout le monde voulait, tu vois. Et en fait, quand on avait aménagé dans l'atelier à Vaugirard, en fait, on s'était dit qu'on allait se calmer sur, qu'on allait faire nous les courses, qu'on allait prédéfinir les courses qu'on voulait et qu'on allait se calmer justement sur ce rythme de tout le monde s'achète des Kinder, des si, enfin, c'était vraiment C'est de l'abus, quoi. en voiture, en voilà, tu vois. Et un jour, je reçois un message, justement, on était en rendez-vous, et je reçois un message d'une des personnes de l'équipe qui me dit oui, est-ce que tu peux, par exemple, nous acheter du saumon bio, du pain bio Vraiment, elle nous avait refait ce coup-là. Et c'était pas passé, en fait, parce que moi, encore une fois, j'allais le laisser passer, mais notre associée Mathilde, qui avait vu ce message, elle avait pété un câble et elle avait répondu dans le groupe, c'est pas la fête ici, arrêtez d'abuser, en fait, tu vois. Et quand on est revenu à l'atelier, justement, c'était là où c'était un peu la cassure, parce que tout le monde était venu me voir en me disant ouais, Célima, on te faisait confiance, comment tu as pu montrer les messages à Mathilde? Mais on est 4 associés, donc logique que tout le monde doit être au courant de ce qui se passe, tu vois. Mais vu que j'étais très proche avec eux et vu que c'est moi qui m'occupais de ce management, ils avaient senti une genre de trahison dans le sens où je l'avais dit à tout le monde, quoi. Enfin, que je vous l'avais dit à vous et que vous avez vu les messages. Et en fait, c'est à partir de là qu'il y a eu une distance qui s'est créée. Et surtout, le management, nous, de base, on est au courant, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Donc, manager des équipes quand tu ne sais pas comment ça se passe. Moi, je sais que quand on a eu tout cet épisode, j'ai commencé à écouter, lire des livres sur le management, de comment ça doit vraiment se passer et au mieux pour que tout le monde soit content. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. Enfin, maintenant que je me souviens, ouais, c'était une époque qui a été un peu difficile à vivre, quoi. J'étais hyper stressée. Ouais, c'est sûr. Du coup, ouais, je crois que là où ça avait vraiment pété, c'était quand du coup on avait renvoyé ou on avait mis fin au contrat de cette personne-là, la tête, on va dire, la gangrène de l'histoire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les 4 personnes l'ont suivi, je crois, si je me trompe pas, l'ont suivi en mode oui, ça se fait pas de faire ça, je sais pas quoi, truc. Ils sont tous partis en même temps, genre en mode soutien, alors qu'en vrai, on n'a rien fait. Genre, on vous a montré que les documents étaient à jour, que tout était bon, etc., comptablement parlant. On n'a pas compris, on était choqués, genre. Ouais, mais parce qu'en fait, ils étaient déjà allés un peu trop loin, Ouais. tu sais, dans l'accusation. Et je pense même si ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort, ils préféraient, je pense, tu vois, d'un côté, ne pas perdre la figure, Ouais. ne pas se désénerver, entre guillemets, d'un coup, tu vois. Je sais pas, il y avait un peu un truc, un peu d'ego comme ça qui s'installait. Mais en vrai, le sujet même du management des équipes, tu sais, quand tu veux avoir... En fait, je pense que globalement, tout le monde veut avoir une équipe qui soit jeune et qui soit, surtout quand tu es dans la mode, tu vois. Je pense que c'est important d'avoir cet esprit de jeunesse et ce truc-là et tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'à manager, ça peut être quand même assez compliqué parce qu'en fait, si tu veux, comme toi aussi t'es jeune, ah ben en fait, ils veulent être aussi amis avec toi, tu vois. Et en vrai, c'est trop cool. Et comme avant, en vrai, on était super amis avec nos équipes. Mais petit à petit, tu te rends compte que quand il y a une genre d'amitié qui s'installe, ben, petit à petit, il y a des barrières qui s'en vont, tu vois. Et que ben, au bout d'un moment, quand tu vas leur dire de faire quelque chose peut-être un peu mieux ou un peu plus vite ou d'une certaine manière ou de pas faire certaines choses devant tout le monde, etc. Ils vont pas mal le prendre, mais ils vont soit pas le faire, ou soit ça va mal se passer au fur et à mesure, ils vont le prendre comme une trahison, un truc comme ça. Et ouais, en vrai, c'est super compliqué à gérer. Après, c'est vrai que c'est plus toi qui gérais cet aspect depuis le début même, c'est cet aspect du management et tout. Et en fait, c'est ouf à quel point je trouve que
ça traduit, même au-delà de l'aspect professionnel, l'aspect, tu vois, du social, du contact avec les gens, tu vois. Et il faut toujours avoir un genre de juste milieu. C'est ça qui est fou, hein, parce qu'en fait, plus t'es gentil, plus tu vas te faire bouffer, tu vois. Et ça a traduit un truc même dans la vie en général, tu vois. C'est qu'il faut toujours essayer d'avoir quand même un juste milieu, rappeler peut-être plusieurs fois, que ce soit dans la semaine ou au cours du mois, etc., que ça reste toi qui décides à la fin, mais que de toute façon, on est preneur de toutes les idées, de toutes les bonnes idées. C'est même pas une question d'idées en fait. C'est juste une question de comportement, des choses à faire ou à ne pas faire. Donc par exemple, demander du saumon bio de Norvège, enfin tu vois ce que je veux dire, pour ta pause midi parce que tu as l'impression que dans la liste il manquait ça. Arrête, tu vois. C'est déjà tellement bien que on t'offre entre guillemets, ce luxe en vrai, tu vois, Ça, on n'est de, pas obligé de le faire. bah, on n'est pas obligé du tout, tu vois, de pouvoir t'acheter à manger pendant ta pause et tout. Déjà, à partir des Kinder, des trucs comme ça, c'était peut-être aller un peu loin. Tu sais, genre les gars, prenez je dis pas le strict minimum, genre de l'eau, des pâtes, fini. Non, des plats qui peuvent être bien et tout, mais n'abusez pas non plus, tu vois. Moi, ce qui m'avait choqué aussi par rapport aux cours, je me rappelle à l'époque, on achetait, tu vois, genre des cours pour tout le monde, enfin des cours générales pour tout le monde, et on achetait un peu, genre, ils nous envoyaient la liste des préférences de chacun. Et je me rappelle qu'à la fin de la semaine, à chaque fois, on se retrouvait dans le frigo, il y avait genre les trucs classiques, genre les sandwichs triangles, même tu sais, les pâtes Mhm. après réchauffées, etc., les pasta box et tout. À chaque fois, systématiquement, il y avait ces trucs-là que personne ne voulait manger. Genre, ils étaient trop, au bout d'un moment, habitués au luxe, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ils mangeaient, genre, tout ce qui était, on va dire, un peu cher, et le reste, genre, ils touchaient même pas. Et ça restait des fois des semaines, tu vois. Ils attendaient qu'on achète quelque chose de un peu plus haut level. Mhm. Ils laissaient des trucs, du coup, on était là, soit on devait les jeter, soit on devait, tu vois. Mhm. C'était compliqué, ouais. C'était chiant, tu vois. Ils étaient vraiment habitués à ce luxe-là, et c'était pas C'est ouf. sûr. Mais C'est pour ça que, ouais, bah moi, c'est pour ça que je le vis un peu comme un échec qu'on a fait nous, dans le sens de leur avoir offert toutes ces choses-là, sans comprendre que bah, c'est très compliqué aussi pour la personne en face de recevoir autant et aussi au bout d'un moment de se dire, ok, bon, bah, j'aurais peut-être un peu moins, mais oui, il faudrait structurer. Parce que nous, on est obligé de structurer au bout d'un moment parce qu'on ne peut pas se permettre de flamber tous les 4 matins des budgets qui sont aussi grands, parce qu'en vrai, c'était des budgets. Il y avait ça, mais il y avait plein d'autres choses personnelles qu'on autorisait, tu vois. Mais même au-delà de ça, en fait, le truc, c'est que, comme tu as dit, il y a une gangrène qui s'est installée. Et aussi, il y avait aussi, je pense, une part d'ego, dans le sens où quand une jeune qui sortait d'école, mais qui avait une formation, par exemple, en bijouterie, elle était payée 3 000 euros, mais elle avait 17 ans, 18 ans, c'était différenciant d'une personne qui, elle, n'avait pas de formation, qui était dans notre équipe et qui avait 35 ans. Du coup, il y avait aussi cette jauge où ils se partageaient peut-être leur salaire ou etc., où on donnait des salaires beaucoup trop élevés pour des personnes peut-être, oui, voilà, tu vois. Et du coup, ça a créé un ego et ça a créé un genre de tout un écosystème qui fonctionnait pas parce que du coup, il y avait une trop grosse différence, quoi. Mais c'est comme tu as dit, en fait, quand on a commencé à se renseigner un peu sur le management, etc., en fait, il y avait quelques basiques pour moi qu'on gérait, qu'on mettait pas en place. C'est comme par exemple le fait de les tenir au courant des chiffres, des ventes, etc. En fait, il y a certaines petites choses qu'on faisait mal qui faisaient que les gens prenaient la confiance, tu vois. Ou alors euh, ne sentaient pas assez de reconnaissance envers leur travail. C'est par exemple quand on avait une équipe de bijoutiers qui fabriquaient les bijoux et qu'on les payait un certain salaire et que derrière ils voyaient qu'avec euh, leur travail, on va dire, une partie de leur travail, on arrivait à générer genre beaucoup d'argent. Ils avaient l'impression que genre c'était qu'on devait limite reverser tout le chiffre d'affaires à eux, tu vois. Et genre le fait qu'ils soient au courant un peu des chiffres, etc., je pense que ça la foutait un peu mal, tu vois. Malgré le fait qu'on les payait très bien, comme tu as dit, 3 000 euros pour quelqu'un qui vient de finir les études, c'est énorme déjà, tu vois. Mais eux, ils ont juste à leur, comment dire, à leur poste d'employé, et du coup, ils sont pas au courant de ce qui se passe, on va dire, des autres charges, de la communication, de tout ce qu'on met derrière. Et eux, ils pensent que le chiffre d'affaires égale les bénéfices, et donc tu dois leur reverser peut-être un plus grand parti du bénéfice, etc. Mais je pense qu'il y a quelques petits aspects du management qu'on gérait mal, ce qui a fait que peut-être ça a déclenché des petites choses Mm. comme ça, tu vois. Mais ouais, bah j'ai tellement de choses à dire. C'est dingue, tu... Non, non, moi, ce que je voulais dire, c'est plus, en fait, je pense que
du côté, là, on va parler des amis, tu vois. Mhm. Des amis qui viennent travailler, que ce soit en stage ou quoi que ce soit, et que c'est un peu compliqué à instaurer une ambiance un peu professionnelle pour pas que ça dépasse certains niveaux et tout. Après, moi, je peux comprendre aussi que ça peut être compliqué pour la personne en Bien face, sûr. parce que je pense que c'est aussi les premières fois qu'on a été confronté à ce genre de problème, que ce soit pour nous ou pour eux, tu vois. Et c'est vrai que même de ce côté-là, je pense que ça peut être compliqué, ça dépend, je pense, de la personnalité des gens, tu vois. Et le truc, c'est que comme nous, euh, on est des personnalités qui, en vrai, on est des gens assez sociales, tu vois. Et on aime bien parler avec des gens, et même s'ils ont, entre guillemets, tu sais, des fortes personnalités, tu sais, on aime bien aussi ce contact avec les gens qui ont des genres de fortes personnalités ou qui sont un peu, tu vois. Et étant donné que dans notre équipe, il y en avait quand même qui étaient ce genre de personnalité-là, c'est peut-être possible aussi que parfois ça a un peu percuté ou quoi que ce soit, tu vois. Ça. Mais même au-delà, moi je dirais dans sa globalité aussi que, en fait, dans le salariat, enfin le contact entre un salarié et un employé en France, déjà ce contact est très très compliqué dans notre système. Et j'ai l'impression que un salarié voit toujours son employeur comme quelqu'un qui veut prendre le dessus et qui veut beaucoup trop demander aux salariés. Et du coup, moi, quand j'ai commencé à faire le management, je me suis directement mis à la place du salarié et essayer de répondre aux exigences de chacun comme si j'étais moi-même salarié et d'essayer de casser ce code, de se dire euh, on peut rester, on peut délirer ensemble, on peut avoir des bonnes énergies et travailler ensemble, etc. Sans avoir cette distance qu'on impose, ouais, voilà, qu'on impose en France ou dans la mentalité de chacun. Et aussi, je voudrais rajouter, c'est que, en fait, c'est très compliqué quand tu es manager, quand une personne, par exemple, avec qui tu t'entends très bien et où le travail est pas forcément bien fourni, c'est très compliqué de toi, avec ton âge, tu as 21 ans, de manager des personnes qui ont peut-être 30, 50 ans et de les remettre en place, tu vois, ou de les remettre à l'ordre sur les tâches qu'ils fournissent. Du coup, tu as un genre de complexe aussi, donc tu n'as pas forcément confiance en toi quand tu as affaire à ce genre de situation. Bah, déjà, même au début, il n'y avait pas le respect qu'on a aujourd'hui. À l'époque, même de par notre confiance en nous, de la confiance qu'on avait en tant employeur, voilà. On n'avait pas cette confiance, du coup, ils le ressentaient et du coup, il y en a certains qui profitaient aussi de la situation en mode ils t'écoutaient pas forcément et tout. Mais maintenant, c'est vrai que même, c'est qui? C'était Elena qui t'avait dit, je sens que maintenant, genre, t'as changé énormément quand on est revenu à Gentil et tout, que t'as genre plus une carrure de patronne et tout. Genre, tu dégages du leadership, tu vois, tu t'es beaucoup affirmé sur ce truc-là et ils le ressentent maintenant. C'était vraiment une question de confiance en soi et genre aussi la manière de leur expliquer les choses, le travail, etc. Surtout qu'on est dans l'entreprise, parce qu'après je vais finir sur une bonne note, mais surtout que dans l'entreprise, on est grave dans une vibe de chacun est autodidacte et chacun sait de comment il doit faire son travail. On va les former quand ils rentrent dans la boîte. C'est quelque chose qui n'est pas forcément commun. Et aussi dans la première équipe, ce qu'on nous a reproché, c'est que oui, vous nous laissez beaucoup trop de liberté, d'autonomie sur les choses. Mais nous, on est dans cette vision-là. Et je vais finir sur une bonne note parce qu'au final, on a bien fait, parce que après avoir recruté notre nouvelle équipe, ça fait 3 ans, on a la même équipe, on a les mêmes personnes qui sont avec nous. Et c'est une équipe qui, en faisant les choses différemment et en changeant quelques paramètres, bah, c'est une équipe qu'on conserve et avec qui on a de très très bonnes relations. Et depuis 3 ans, du coup, on n'a plus de problème de management, on va dire. Donc ça, c'est trop cool. Mais ouais, et en vrai, je pense qu'il y a certaines clés. En fait, chacun a un genre de management qui lui est propre. Et je pense que même dans une équipe où il y a plusieurs associés, il faut généralement ne pas essayer d'intervenir dans le management de quelqu'un d'autre. Parce que chacun agit différemment. Par exemple, moi, je vais avoir peut-être un management beaucoup plus directif. Je vais pas être comme toi, genre discuter avec les gens, avoir une genre de proximité, etc. Même Mariano, je pense qu'il est plus dans ce style-là. En fait, je pense qu'il faut savoir aussi laisser à certaines personnes de ton équipe cet aspect-là, genre sans aucun ego, etc. Ne pas intervenir forcément trop dedans et laisser la personne aussi genre apprendre à faire les choses à sa manière, euh,
être honnête, tu vois, être honnête, dire les choses quand il y a quelque chose qui va pas, le dire, tu vois, C'est ça. Travailler dans la transparence, c'est ça. bien sûr. Il y a plein de petites choses comme Ouais, ça. c'est sûr, c'est sûr. Après, par exemple, je trouve que pour les gens qui nous regardent, je pense que je sais pas si c'est des grosses entreprises, entre guillemets, tu vois, mais je pense que tu as vu le management directif, il peut être bien à certains moments, mais tu sais, quand tu es au début et quand tu es seul avec une équipe, tu vois, je parle plus pour quelque chose où il y a un créateur d'entreprise et les autres travaillent pour lui, tu vois. Je pense que c'est un peu plus compliqué d'être dans ce système-là de management directif parce que ça veut dire que tu seras souvent avec eux et tu seras souvent au contact avec eux, à leur parler, etc. Et je trouve que le management qui est un peu plus directif, etc., c'est pas forcément approprié vraiment aux boîtes où il y a pas d'associés. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, comme tu seras tout le temps en proximité avec eux, et que un moment, genre, tu sois directif et tout, ça peut, genre, leur faire bizarre, je pense, tu vois. C'est mieux, oui, forcément, d'avoir un genre de management comme ça, quand il y a plusieurs associés à côté, entre guillemets, peut-être un peu comme nous, tu vois. Mais voilà. Mais c'est comme Selima, elle disait, hein, le fait que les employés t'envoient des messages à toi, c'est pas pour rien, tu vois aussi. Bah oui. C'est parce qu'ils savaient du coup, ils favorisent en fait certains. Quand il y a plusieurs associés, je veux dire, ils vont favoriser un manager plus que l'autre, ils vont passer plus par l'un. Du coup, ça peut même faire des conflits en interne enfin, C'est ça. à la direction. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois où, de toute Mais façon, même je là, voulais, récemment. oui, voilà, je vous l'ai toujours dit, mais ça m'est arrivé plein de fois où une salariée peut venir dire des méchancetés ou des choses pas très cool sur une autre, ou tu vois. Et ça m'est déjà arrivé, tu vois, mais ouais, Tu n'as pas cité de nom, quoi. j'ai pas cité de nom. Mais ouais, en vrai, c'était un échec. En vrai, on n'a pas, je pense, on n'a pas tant souffert de cet échec-là. On a plus appris que souffert ou de ce truc-là. Mais c'est vrai que à ce moment-là, on était très mal de voir genre tout le monde partir. On était retrouvés nous seuls. Avec Anna, Ouais. du coup. Et ben, tout le monde était parti, on était là, on savait plus quoi faire. Il y avait plus que nous. Du coup, on s'était remis à faire les choses de nos emplois, enfin le travail de nos employés pendant un certain moment. Mais ouais, ça n'a pas empathie trop sur l'entreprise, mais ça nous avait mis un petit coup à ce moment-là. Mais voilà, Mm. c'était sympa. Est-ce que c'est le moment que je raconte ma petite... Vas-y. Non, en fait, moi, c'est un truc qui est à la fois cool et à la fois en vrai, quand tu regardes, c'est un échec. C'était en fait quand on était parti au Canada faire Oh, la waouh. collab, tu vois. En fait, on était parti au Canada faire une collab avec l'architecte de Drake. Et, euh, et en gros, une fois qu'on est arrivé, bon, déjà, il y a eu 1000 problèmes, que ce soit l'avion ou quoi que ce soit. Et bref, et une fois qu'on est arrivé en fait pour faire la collab avec ce mec qui était l'architecte de Drake, il s'appelle Antonio Tadrissi. Une fois qu'on est arrivé, T'as en fait, mentionné. bah oui, mais de toute façon, après, je vais dire la marque, tu vois. C'était quoi Stuff déjà? God. Ouais, voilà. Du coup, on devait faire la collab avec Dust of God, donc on est allé au Canada. Et c'est pas genre on arrive au Canada et tout, et en fait, on se rend compte que, en fait, lui, c'est pas vraiment dans ses plans de faire ça. Alors que nous, en vrai, c'est ce qu'on pensait qu'on allait faire, tu vois. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout dans les plans de faire ça. Et qu'en fait, lui, une fois qu'on a discuté avec lui, etc., au fur et à mesure des jours, parce que bon, il y a eu des choses un peu incompréhensibles pendant ce voyage, tu vois. Moi, j'étais Au-delà pas du de... voyage. Non, toi, t'étais pas là, mais du coup, il y avait Denis et moi. Et au-delà de la barrière de la langue, tu vois, avec l'anglais, parce que je maîtrise pas tellement trop l'anglais, tu vois. Et une fois qu'on est arrivé et tout, bah, en fait, on a compris que lui, son but au final, c'était qu'il soit revendu dans notre boutique, mais que nous, derrière pour ça, en fait, il fallait qu'on fasse, que ce soit une collaboration, ou alors parce qu'on allait faire aussi un défilé, tu vois, et que c'était peut-être bien qu'on fasse un truc pendant le défilé ensemble et tout. C'est ça. Mais en fait, lui, ouais, en fait, son plan vraiment, c'était, écoutez, vous avez une boutique à Paris, l'emplacement est cool et tout, je vais mettre un vendeur à moi, et du coup, il y aura aussi, en fait, ce sera un truc genre en mode Kamad X Dust of God, et c'est une boutique à deux, tu vois. Et nous, en fait, une fois qu'on entend ça, en fait, on était déjà arrivés, on était déjà là, et en T'as fait, payé le voyage. oui, voilà, c'est ça, tu vois. On a payé tous les frais. C'est ça. Donc, du coup, en mode, on est arrivé. On a essayé de profiter un peu du moment comme on pouvait, tu vois. Mais une fois qu'on avait compris que c'était un peu l'objectif, du coup, on était un petit peu déçus. Bon, après, lui, il nous avait quand même,
Il nous avait quand même dit que oui, bon, peut-être qu'il y aura moyen de faire quelque chose, etc. Tu vois. Mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'on a compris que ça allait pas amener vers ce sur quoi on attendait, tu vois. Mais au-delà de ça, je pense, c'était, bon, c'était au Canada, donc c'était pas non plus à Malibu, tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'en vrai, c'était un peu compliqué cette période, hein. Parce qu'en fait, nous, comme on tenait aussi à informer Selima, du coup, on se disait genre, non, non, mais ouais, il faut vraiment qu'il y ait un truc cool, tu vois. Il faut qu'il y ait des good news, tu vois. Et en fait, on s'appelait et tout. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de bonnes nouvelles, mais il n'y avait pas vraiment de nouvelles même sur la collaboration, tu vois. Et ouais, c'était tellement flou. Je sais pas toi de quel vraiment souvenir ça te laisse, mais... Bah déjà, je remets le contexte. En fait, c'est un gars qui nous a trouvé sur les réseaux et il nous en a mis plein la gueule en fait. Ouais, je suis l'architecte d'un tel truc, regardez, je suis trop riche, je suis trop truc. Et je crois il s'était introduit, il nous a félicité, etc. Et, et il nous a dit, juste venez, vous inquiétez pas, enfin, je vais injecter de l'argent. Enfin, il nous a fait comprendre qu'il allait investir, voilà. Parce qu'il avait énormément d'argent, hein. Enfin, rien que ce soit l'architecte de Drake, c'est déjà quelqu'un, tu vois. Et du coup, il nous a fait sous-entendre que genre, il allait nous propulser de fou, tu vois. Et du coup, nous, on s'est pas posé de questions, on a vu l'opportunité de ouf, on a sauté dans le premier vol et on est y allé. Et pareil, genre quand je suis arrivé, moi je me suis le premier rendez-vous qu'on a eu avec lui, j'ai petit à petit commencé à me rendre compte qu'en fait, ce gars-là, juste, il veut notre aide pour s'implanter à Paris, mais nous, on va rien toucher de lui, tu vois. En plus, c'était quelqu'un de très têtu et qui pensait tout savoir, tu vois. Il nous a pris un peu pour des petits, alors qu'en vrai, notre marque, elle était beaucoup plus avancée que la sienne à l'époque. Du coup, petit à petit, je commençais à me rendre compte que genre, que ça allait pas se faire, que il veut juste nous vendre du flan et pour profiter de nous, tu vois. Et je sais que nous, même moi, je parlais pas très bien anglais et tout. Et j'arrivais à comprendre un peu où il voulait en venir. Et à chaque fois, je me rappelle, on prenait genre des petites pauses pour réfléchir, on sortait et tout, on discutait. On disait, mais comment il veut pas nous écouter, il veut pas nous laisser parler. Comment on pourrait genre amener la chose pour essayer de faire une collab, tu vois, fonctionnelle pour nous deux. Et à chaque fois, on sortait, on discutait, on essayait d'avoir des plans, on appelait les filles, je crois que c'était grave décalé. Genre, quand on vous appelait, vous, c'était genre 5 heures du mat. Bref, c'était grave bourbier. Et on essayait de trouver des plans à chaque fois à ces petites pauses. Et on revenait, on essayait de lui expliquer. Et à chaque fois, il voulait pas nous écouter, il voulait pas nous parler. Il voulait juste raconter son baratin, se vanter de tous ses réussites, etc. On a essayé plusieurs fois, hein, deux, trois fois, on a essayé. Genre, on rentrait à la maison, on revenait le lendemain, on essayait de lui rapporter de nouveaux projets, de nouveaux plans et tout. Et à la fin, genre, ça s'est pas vraiment fait. Et genre, grave dégoûté. En plus, il faisait super froid. Ouais, ouais. Ouf. On a essayé de genre faire un peu les touristes, visiter un peu Montréal. C'était pas Montréal, c'était Toronto. Toronto, ouais. On n'était pas satisfait, il faisait trop froid. C'était trop genre différent de Paris, on va dire. Mais ouais, Mais du coup, c'est ça, hein, une sacrée. Enfin, moi aussi, je l'ai grave mal vécu ce truc-là. Quand on est Ouais, rentré, ouais. Et en fait, c'était quand même un échec, tu vois. ah oui, c'était un échec. Mais en fait, c'est un échec relationnel, je dirais, parce que tu fais confiance à une personne que tu as l'impression qu'il va t'apporter des choses. Et ça nous est arrivé beaucoup de fois dans l'entrepreneuriat. C'est que beaucoup de personnes viennent à nous et nous proposent ou nous vendent du rêve sur plein de choses. Et nous, on a l'impression que, tu vois, ça va découler des belles collaborations ou des belles choses. Et en fait, tu te rends compte très vite que c'est eux qui ont besoin de toi plutôt que tu as besoin d'eux. Donc, tu te retrouves au rendez-vous ou dans ce voyage et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Parce que tu es venu me chercher, je décale, parce que nous, on a une vision très claire aussi sur ce qu'on veut faire. Donc, tu vas peut-être mettre ta vision ou bifurquer dans ta vision des choses pour laisser rentrer une personne avec toi. Et en fait, tu te rends très compte que les intérêts vont que dans un sens et c'est très compliqué aussi de subir ça et mentalement parce que du coup, à chaque fois, on se rend compte et on se dit, mince, faut qu'on compte sur nous-mêmes, c'est compliqué. Ouais, grave. Mais en fait, surtout que, en fait, de base, ce personnage-là, tu sais, qui a la marque, en fait, c'était un personnage qui était divertissant, tu vois. C'était un truc un peu à l'américaine, tu vois, il avait ce truc un peu américain, tu vois. Et en vrai, quand il parlait, etc., ça se voyait que, bon, il abusait un max, mais bon, c'était un peu à l'américaine. Et que, en fait, il y avait possibilité de faire une collab qui aurait pu être cool, tu vois. Parce qu'au-delà de ça, il nous a amené aussi, tu vois, à des genres de lieux qu'il avait lui-même fait l'architecture et tout. Et même, en fait, on avait visité son atelier.
Et en gros, si tu veux, son atelier, il était divisé en, genre, en deux parties, on va dire. Il y avait une partie où il créait de la mode et tout. Et trois quarts de son atelier, en fait, non, c'était pour faire des trucs, ouais, des sculptures, des trucs, de l'architecture, tu vois. Donc grave intéressant. Et nous, en vrai, on se disait qu'en vrai, ce serait intéressant de mélanger un peu son univers qui était cool, tu vois. Mais le truc, c'est que dans l'univers de ses vêtements, on s'y retrouvait pas tellement, mais au-delà de ça, par rapport au personnage et ce qu'il pouvait faire à côté, tu vois, c'était cool, tu vois. Donc on aurait pu faire un truc bien et prendre un peu de l'inspiration de l'un l'autre et peut-être bah, de voir, bah, écoute, moi oui, dans ma boutique, on peut faire une collaboration et ensuite que tu viennes sur Paris pour que tu vois, tu viennes t'implanter dans notre boutique pendant un certain temps. De l'autre côté, est-ce que toi, tu as t'as des magasins peut-être au Canada ou peut-être je sais pas où d'autres, tu vois. Mais vraiment, on dirait, non, il était vraiment arrêté sur son truc de, bah non, vraiment, je veux que ce soit que dans votre boutique et tout, tu vois. Et bien que on ait plus d'abonnés que lui et au final qu'on ait plus de base de clientèle que lui, tu vois. Et plus de création et plus de tout en fait. Parce que si tu veux, lui, travailler vraiment que avec des jeunes stagiaires et il n'y avait pas cet aspect professionnel du métier, tu vois. Par exemple, voilà, le savoir-faire. En gros, lui, il achetait des blancs et il customisait ça, tu vois. C'était vraiment, il faisait pas par exemple, les hoodies, il les faisait pas lui, tu vois, etc. Il faisait rien de eux-mêmes de base, tu vois. Et donc, du coup, nous, on était beaucoup plus avancés sur ça, tu vois. Et ouais, et c'est fou parce qu'il y a des fois, tu te mets face à des personnes. Toi, déjà, de base, tu vas en mode, ouais, vas-y, je vais découvrir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces gens-là, tu vois. Même si de base, bon, on va dire que, ouais, voilà, je suis ouvert et de base, la personne, j'ai plus à lui apporter qu'elle. Mais vas-y, allez, let's go, on fait un truc et tout. En plus, c'est au Canada, c'est une opportunité, c'est cool, tu vois. Et au final, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. En fait, limite, des fois, tu as envie d'être agressif et de lui montrer tes chiffres. Montre-moi tes chiffres, on va comparer, on va voir qui est le plus bête de cette histoire, en fait. C'est pas parce que tu as 50 ans que bah, on n'a pas des choses à s'apprendre mutuellement. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que Je tu sais as fait le pas. déplacement, tu as fait le Il y a voyage. ça, tu vois. Il y a ça. En C'est plus, on compliqué lui avait aussi, ramené des ouais. cadeaux et En tout, fait, c'était ça cool. touche peut-être aussi l'ego, que peut-être des jeunes puissent se débrouiller mieux, parce que quand on est rentré de voyage, il nous a clairement pompé toute la collection upcycling avec les vestes en jean et tout ce qui Ouais. va avec. Donc, et il s'est rendu compte qu'on avait plein de belles idées et que... Mm. Mais je sais pas. Franchement, Ouais, en fait, c'est mystère. des fois, t'es juste confronté à des personnes et tu sais pas pourquoi ça matche pas, mais pas de ton côté, de son côté, tu vois. Mais je pense que ça, c'est suivant les personnalités et peut-être l'ego de certaines personnes et tout, tu vois. Mais c'est vrai que, en vrai, je trouve que dans l'artistique, je pense que c'est quand même important d'en avoir un peu, mais en fait, c'est pas vraiment de l'ego. C'est au moins dire, moi, c'est ça que j'aime et j'aime bien faire ça et je trouve de la beauté dans ça, donc je me fais confiance. Il y a un peu cette part-là qu'il faut avoir, tu vois. Mais il y a certaines fois où vraiment l'ego, ça met trop de barrières au projet, tu vois. Des fois, ça vraiment, ça fait capoter tout un projet, en fait. En fait, un truc aussi, je pense que qui a joué dans la balance, c'est que je pense il avait un genre de complexe de supériorité, ce gars-là. Il nous avait montré, il avait un genre de showroom où il avait fait pas mal de choses. Ça faisait genre 20 ans qu'il créait des pièces, etc. Mais jamais pour de la vente, je crois que c'était vraiment pour ses clients, etc. Genre, c'était un hobby, il développait des pièces, tu te rappelles, il nous montrait des pièces un peu genre de tenue de scène, etc. Mm. Et à chaque fois qu'il nous présentait une pièce, il nous disait, tu vois ça, genre ça, je l'ai fait il y a 20 ans. Et après, il nous montrait quelqu'un d'autre qui l'avait copié, enfin, genre grave récemment. Et il avait ce complexe de putain, je suis trop un visionnaire, j'avais déjà fait ça avant, maintenant lui il m'a copié. Les trucs d'art que j'avais fait il y a 15 ans, l'autre il se fait des millions avec. Il avait ce truc de je suis visionnaire dans tout, faut m'écouter parce que je regarde, j'ai les preuves sous les mains, tu vois. Et du coup, quand on est arrivé, il pensait, genre, tout ce qu'on faisait, il voulait, genre, grave, se positionner comme notre mentor. Et nous, on refusait ce truc-là. On voulait collaborer d'égal à égal. Il voulait grave, genre, faites-moi confiance, je vais venir dans votre boutique. En plus, il avait ce truc de, moi, je développe mes pièces ici au Canada. C'est juste qu'il n'y a personne, il y a personne dans la mode ici. C'est pas le pays de la mode. Donc, c'est pour ça que je vends pas. Mais si j'étais chez vous à Paris, je vendrais moi mieux que vous, limite. C'est ce qu'il insinuait, tu vois. Et du coup, dans son approche, c'était plus faites-moi confiance, mettez-moi dans votre boutique, vous allez voir, je vais vous rapporter beaucoup, beaucoup d'argent.
mais ça nous intéresse pas. Genre, pourquoi tu viendrais dans notre boutique, tu vas nous la louer, on va dire, Mhm. quelques clopinettes, et enfin, c'est toi qui vas t'installer. Nous, on y gagne quoi derrière? Et il comprenait pas ce truc-là. Il voulait grave qu'on suive ses plans à lui et qu'on lui fasse confiance, se positionner comme mentor Mhm. et let's go, tu vois. Et nous, C'est ça. tu vois, enfin, on a nos idées, on a notre vision. Tu peux pas juste nous prendre sous ton aile et on va pas te suivre comme ça, tu vois. C'est sûr. C'est ça le problème. C'est vrai. Et en fait, ça me fait rire parce que au-delà du fait que la collaboration se fasse pas, bon, déjà on s'est déplacé au Canada. Bon, c'était pas le. Moi, j'ai pas vraiment trop apprécié le mood du Canada. En plus, on est arrivé à une période où il faisait froid, mais c'était censé être la période chaude du truc, tu vois. Et bref, non, tout ça pour dire que c'était quand même un moment où limite avec Denis, on s'en est un peu voulu du fait que ça se fasse pas, alors que c'était un peu aussi la personne qu'on était allé voir qui était, je sais pas, tu vois, pas trop dans le truc en réalité. Mais, euh, mais voilà quoi. Bah ouais, c'est compliqué, hein. Quand c'est des choses comme ça qui arrivent, c'est vrai que c'est un échec. Après, moi, je l'ai vu un peu de l'extérieur. J'étais un peu jalouse de votre voyage. Mais ouais, ok. Ah ouais, mais c'est surtout que dès les premiers moments du voyage, je me souviens avec Denis, c'était n'importe quoi. Parce qu'en fait, je crois que c'était à ce moment-là où il commençait peut-être à y avoir un problème entre Russie, États-Unis. Bon, bref, Et oui, politiquement, il y avait des trucs qui allaient pas. Bon, bref, je me voilà, la souviens guerre plus, en tu vois. Ukraine, c'est à ce moment-là que ça avait commencé. Ok, ouais, bon, en gros, il y avait ce truc-là et tout. Et nous, on arrive à l'avion et tout. Déjà, on veut embarquer. Déjà, bon, trop bête. Ils nous disent oui, mais vous avez pas fait votre ESTA, je sais pas quoi. Déjà, nous, on est là en mode d'accord, très bien, on va le faire. On a raté le Bref, vol. du coup, on a raté le premier vol, on le fait, on prend le deuxième vol. Mais enfin, avant de prendre le deuxième vol, je crois qu'il y a eu. Bah, on a dû faire une escale parce qu'on n'avait pas trouvé de vol direct à ce moment-là. On C'est a fait ça. une escale aux États-Unis. C'est ça, on a fait une escale aux États-Unis. Et bref, Denis se retrouve bloqué par la police de là-bas. Genre en mode, ouais, lui, il vient de Russie, on va le checker, tu vois. En fait, je suis d'origine russe, du coup, sur mon truc de naissance, il y a écrit Russie. C'est ça. Et du coup, Denis il se retrouve dans un interrogatoire musclé en mode pourquoi tu viens ici? Et tu sais, genre en mode le. Et puis Denis il lui explique, tu vois, genre ouais, bah en fait, moi je suis venu parce qu'en fait, il y a une personne qui m'a proposé de faire une collaboration parce qu'en fait, tu vois, je fais des vêtements, je suis dans la mode et tout. Et lui, le flic, il voulait faire le plus malin des malins, tu vois, il était là, genre, tu vas pas m'avoir comme ça, mec. Tu vois, genre, tu t'as sorti d'où ce scénario là? N'importe quoi. Non, mais tu vois, c'est ça, tu vois, parce que je sais pas, peut-être là-bas, ils croient que les Russes ils sont que dans le trafic d'armes et je sais pas quoi, tu vois. Il y avait plein d'indicateurs qui faisaient dire que c'était pas Ça va mal se passer, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et bref, ouais, enfin, il s'est retrouvé en interrogatoire. Moi, j'étais Ils dans m'ont une scellé salle mon d'attente. passeport. Ouais, dans une boîte, Ils genre en m'ont mode. scellé mon passeport à la douane dès qu'on arrive. On me scelle mon passeport. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, Marino? On a un vol, on est à l'escale dans 1 heure. Il faut vite qu'on me décèle. Le truc pour aller le déceler, il fallait aller de l'autre côté de l'aéroport, dans des coins un peu bizarres où, genre, comme tu as dit, il y avait une genre de cellule. Il y avait une cellule dans le truc d'interrogatoire. Ils te font bien attendre. Genre, c'est pas leur problème si tu auras 2 vols, 5 vols. Si c'est demain, tu vas attendre là, tu vois. C'est ça. Et ouais, il pose des questions. En plus, il posait des questions genre grave intimidantes. Tu sais que tu es responsable de rien, mais quand un mec en face de toi, genre avec une arme ici, il la Ouais, tient, il te dit, t'es pas terroriste toi par hasard? Ton père il est terroriste, pas vrai? Genre, ce genre de questions, t'es pas prêt à, genre, tu vois, à te ouais, les ouais, prendre en il est pleine passé gueule. par Et du ouais. coup, tu bégayes, tu dis non, je suis pas. Et chaque petit signe comment ça s'appelle, de stress, bah ils le prennent comme en mode putain, il est suspicieux celui-là, C'est tu ça. vois. Et puis, les limites que tu sais, en vrai, quelqu'un te pose cette question, c'est limite drôle. Mais toi, tu te dis en mode, ouais, mais si je souris, peut-être qu'il va croire que, C'est ça. tu vois, genre, je suis en train de lui faire une blague dans le sens où non, je suis pas terroriste. Tu vois, donc du coup, tu es là en mode, enfin, je pense que c'est un peu compliqué, genre. Mais en vrai, avec le recul, c'est drôle. Mais sur le moment, en plus, tu vois, genre, on est évolué un peu dans l'aéroport. Je sais pas c'était quel aéroport, mais bon, c'était pas, tu vois, des heures, je sais pas quelle heure il était, tu vois, en attendant notre autre vol. Il y avait un coin fumeur, c'était n'importe quoi. Non, mais vraiment, là où on est allé à l'aéroport et qu'on a attendu, vraiment, c'était vraiment nul, genre. C'était pire truc. Et oui, il y a une petite chose aussi. Au retour aussi, ce qui était marrant, pareil. Sinon, ce serait pas drôle. Au retour, pareil, on a atterri aux États-Unis, truc. Et pareil, je me fais encore embarquer. Cette fois-ci, c'était encore pire. Ils m'ont mis dans une salle. Il y avait personne pendant 1 heure et demie, je crois. J'étais là. Il y avait personne. Tu pouvais parler à personne. La porte elle était fermée à clé.
Et j'étais là, j'attendais, je savais pas qui contacter. En plus, Mariano, il était pas, je pouvais pas l'envoyer de message, il m'avait pris mon téléphone, je pouvais rien faire, tu vois. Vous êtes revenu hyper fatigué du voyage, quoi. Ouais, et du coup, au retour aussi, ils me posaient les mêmes questions. Et en fait, je leur avais juste dit, bon, les gars, je sais que je suis russe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis désolé d'être né en Russie, tu vois. Je suis désolé vraiment. Je peux rien faire. Je suis né là-bas. Bon. Et j'étais là, genre, ils ont compris. La dernière fois, ils ont compris qu'en gros, c'était chiant et c'était assez rapide. Ouais. L'interrogatoire. Voilà, voilà. C'est ouf. Mais ouais, Deuxième échec, quoi. c'est ça. À toi, Denis? Ouais, moi, il y a, il y a un échec qui m'avait marqué. Je pense que pour vous, ça va pas sonner comme un échec. Mais je crois que c'était quand on venait d'arriver à Vaugirard pas longtemps après. Et qu'on avait développé, je me rappelle qu'on avait mis quelques mois à développer la collection Racing. Je sais pas si c'était la première année ou la deuxième année. Mais bref, on avait commencé à développer une collection Racing et on avait préparé tout un voyage à Monaco, organisé avec des gens sur place, etc., autour de cette collection-là. Et c'était genre, on était grave impatients, on avait grave bien préparé ce truc-là, on avait fait les choses en gros, tu vois. Les personnes qui étaient sur place, je crois que c'était les cousins de Mathilde et tout, ils nous avaient préparé un séjour de ouf autour de cette collection-là, avec plein d'activités. Je sais qu'on avait fait le Grand Prix historique, je crois, de Monaco. On était parti dans les écuries de Ferrari. On avait fait, je crois, des genres de. Comment ça s'appelle quand tu fais des genres de. Des Des rassemblements. rassemblements de voitures vintage. Tout le week-end était hyper bien. Ouais, toute la semaine, elle était chargée de ouf, que des contenus incroyables, tu vois. Même notre collection, elle était trop bien taffée. On s'était trop taffé. Et cette campagne, elle était incroyable. On s'était taffé, on a travaillé toute la semaine. Les contenus, tous les contenus, ils étaient genre. Je me rappelle qu'à l'époque, même aucune marque de notre niveau n'avait pu réaliser ce genre de contenu, tu vois. Enfin, je pense que pour faire ce genre de contenu, il te faut un énorme budget, tu vois, pour le coup. Et on avait fait tout ce truc-là, on est rentré, c'était trop bien passé. Et on avait du coup, on avait droppé la collection et on a vu que genre, ça avait pas du tout pris. Genre, je sais pas si tu te rappelles, je crois que ça avait pas pris dans mes souvenirs, ça avait pas trop pris. Et du coup, c'était en mode Ouais, flop, ouais. flop de ouf, tu vois. Alors que c'était la plus grosse collection qu'on avait taffé le plus longtemps, On avait beaucoup l'énergie. investi dessus. On avait énormément investi et tout. Et on voit que ça flop. Genre, on se dit, à côté, genre, on prépare des trucs vite fait, des bijoux. Enfin, je dis pas que c'est vite fait, mais ça prend beaucoup moins de temps à mettre en place, à préparer, à imaginer, etc. Et des choses qui marchaient très bien, tu vois. Mm. Et là, on s'est dit, on va se taffer, on va faire un truc d'un autre niveau, on va organiser un truc de ouf et on va tout péter. Et on voit, ça marche pas, genre. Mm. Et le pire dans tout ça, genre, on en parlera plus tard, mais c'est que cette collection-là, elle a marché genre à retardement en fait. Elle a marché genre 1 an, 2 ans et demi. C'est devenu Maintenant, enfin, le racing, c'est un peu les pièces signatures chez nous. Et tout le monde se les arrache. Mais ouais, c'était. Mais genre au moment où on l'avait droppé, on était là en mode ça se vend pas, du coup on tourne la page, tu vois, on va arrêter de faire du racing, personne n'aime le racing, tu vois, c'était la conclusion qu'on s'était fixée. Et je crois que quelques mois plus tard, il y avait genre Chanel qui avait fait une collection racing, il y avait Casablanca, je crois, qui avait fait une collection racing, je sais plus, il y avait plein de marques qui s'étaient mis dans le racing. Et genre plus tard, genre quand ça avait grave explosé, on avait ressorti cette collection, les gens ils étaient comme des ouf, waouh, vous êtes des génies, vous avez sorti des masterpieces, d'où vous les sortez? Ça fait genre 2 ans qu'on les a sortis, on les avait retirés du site mais on les a remis, mais genre ça avait marché à retardement. Mais du coup on était grave genre redescendu du truc, genre putain, t'as beau te taffer en fait, si ça sort pas au bon moment, euh, euh, pour la bonne clientèle, s'il y a pas tout qui est genre bien connecté, bah en fait ça peut juste ne pas marcher. Ouais. Peu importe ce que tu fais, le travail que tu donnes, que tu sois visionnaire ou pas, tu vois. Bah d'ailleurs, ouais, et c'était justement aussi à ce moment-là qu'on était allé aussi au château d'Iter, tout ça. Mais ce qui était bien, c'est qu'en fait, on avait teasé sur le côté une autre collection. Mm. Ah bah parce qu'en fait, une fois qu'on était au château, etc., je sais plus c'était pour quel. Je sais pas si on a même teasé des trucs racing là-bas. Peut-être qu'on y allait juste pour découvrir le château parce qu'il y avait un ami à nous, tu vois, qui nous avait invités. Et en fait, on s'était dit que ça matchait trop bien avec l'ambiance de nos robes et tout, jouy et tout, mais qu'on avait déjà de robes de base, tu vois. C'est ça. Et en fait, on avait fait une campagne là-bas un peu improvisée. Et en vrai, ça avait beaucoup plus marché que la collection Racing, tu vois. Et même quand on est allé au château d'Iter, on te rappelle, on était parti avec une genre de Bugatti vintage. Ouais.
Et on avait continué à faire, enfin, on avait fait pratiquement la moitié de la journée, on avait passé à faire le contenu racing dans le château aussi, Mhm. autour de la Bugatti, Ouais, ouais, autour c'est du vrai. truc. C'est vrai, même dans le jardin, on était On et a tout. pris En très vrai, peu de temps ouais, à travailler sur la collection du de Jouy. ouf. Mais tu sais que c'est dingue parce que, en fait, si tu veux, déjà l'environnement, par contre, c'est vrai qu'il était trop beau. On était à Monaco, on était à Cannes, etc. On est allé voir le Grand Prix historique. En vrai, on était dans le truc, tu vois. On était vraiment dans le move du moment, tu vois, genre dans le sud et tout. Après, le truc, c'est que vraiment, en fait, je pense que ce qui cassait vraiment le truc, c'est que avec la chaleur, tu vois, être en dehors, ou des fois être dans les trucs de voiture, de devoir filmer, de devoir faire le modèle, etc. En vrai, c'est quand même très fatigant, hein. En vrai, c'est fatigant de faire ça dans des conditions où il fait extrêmement chaud. Parce que je me souviens qu'au moment où, tu vois, on était allé, il faisait quand même pas mal chaud. Même au Grand Prix historique, là, tu sais, quand on était assis et tout. Vraiment, c'était un peu compliqué, même limite d'être là-bas, tu vois. Et en plus, le truc, c'est que nous, on avait fait des vestes et tout, tu vois. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que quand même, c'était compliqué, hein. Ouais. Et moi, en vrai, je vous rejoins dans le sens où je le vois grave comme un échec, parce que je pense que c'était la première fois aussi où notre drop a flop, du coup. Et on se retrouve avec personne qui est intéressé. On a fait deux, trois ventes. Merci à nos clients fidèles. Mais oui, c'est dur quand tu investis beaucoup de temps et d'énergie dans une collection hein, dans laquelle tu crois et tu te rends compte que cette collection bah, ne te génère pas de vente. Donc c'est très compliqué aussi pour se relever après de ce chapitre-là, parce que c'est vrai qu'on avait énormément investi, contrairement à notre système de bijoux où tu avais déjà ta box, tout était sur place, donc c'était quand même très différent. Et ouais, moi, je me souviens aussi comme un premier échec de collection où on avait fait quasiment zéro vente, quoi. C'est ça. Mais pourtant, c'est dommage, hein, parce que après, le truc, c'est que ça montre bien que parfois, quand tu fais des trucs avec un budget enfin, beaucoup plus réduit, et ben, en fait, ça change pas tellement tout. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas aligné dans ce que veulent, entre guillemets, ou ce qui est un peu dans la tendance, ou ce que attendent les gens, tu vois, si c'est pas dans ça, bah, tu vois, t'as beau mettre tout l'argent nécessaire pour pouvoir faire les meilleures campagnes, des fois ça prend pas, c'est comme ça, hein. Mais c'est bizarre parce que pourtant on était dans le moment où quand même, tu vois, genre il y avait tout ça, tu vois, il y avait le Grand Prix, il y avait, c'était ces moments-là, tu vois. C'était les débuts en fait du racing. Mais oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était dans la période où, tu vois, dans le sud ou à Monaco, etc., il y a les trucs et tout. C'est ça. Mais peut-être que les influenceurs et tout, c'était pas encore trop là-bas, non? Non, mais surtout qu'en fait, je pense les influenceurs, nous, on les a giftés après notre tour aussi. C'était un peu décalé. Mais même au-delà de ça, je pense pour les créateurs qui nous regardent aussi, c'est de les rassurer dans le sens où quand on est un jeune créateur, souvent on se dit qu'il faut très vite se professionnaliser ou très vite se dire que il faut faire de proposer à ta clientèle des choses très pro, très quali. Mais en fait, je pense que ta clientèle, elle veut vraiment du vrai et elle veut suivre ton histoire au-delà de tes campagnes hyper quali que tu fais. Et il faut pas s'arrêter sur le fait que tant que c'est pas quali, je lance rien. Ou tant, tu vois, faut aussi, je pense que les créateurs qui nous regardent, ça faudrait les rassurer dans ce sens-là où tant que tu mets ton identité à toi et que tu fais les choses au mieux, ça peut 1000 fois mieux marcher que quand tu mets le budget et que tu essaies de faire les choses professionnellement. C'est comme, c'est ça, quand tu regardes les marques des grandes maisons, en termes de... Enfin, l'algorithme, il va pas trop dans leur sens quand ils ont des campagnes de fou. Enfin, ça marche beaucoup mieux quand tu es authentique et que toi-même aussi, quoi. Donc, C'est sûr. c'est Ouais. rassurant d'un Donc c'est côté. pour ça, en gros, la résultante de ce qu'on a appris aussi, c'est que une grosse campagne dans laquelle il y a eu beaucoup de budget, ça veut pas forcément dire qu'elle va super bien marcher. C'est ça. Ouais. Ouais, en fait, il y a tellement de morale à cette histoire. Il y a celle qui... faut pas chercher à être visionnaire tout le temps. Quand t'as pas assez de moyens pour pouvoir le prouver que tu es visionnaire, ça sert à rien. Parce que quelqu'un d'autre avec plus de budget va arriver, va prendre ton délire, il va mieux vendre que toi. Il va voler ton délire. Deuxièmement, ça sert à rien de faire des choses en trop gros quand tu sais pas maîtriser ça, tu vois. C'est ça. Faut autant faire les choses en petit, bien montrer ton produit et
limite investir tout ton budget sur une vidéo que tu maîtrises, sur des produits que tu maîtrises, que tu sais qu'ils vont se vendre et tout, que de genre voir trop gros tout de suite, Mm. tu vois. Mais en vrai, il y a tellement de choses à apprendre de ce genre de truc, de cet échec-là, que je pense qu'on a appris au final. Mm. On a appris plein de choses et les prochaines grosses campagnes qu'on a mis en place, en vrai, on a beaucoup plus réfléchi, mieux fait les choses et qui sont mieux passées du coup au final. Mm. Mais après, en général, le moment à vivre était cool, tu vois. Genre, je me souviens même quand on était allé au grand rassemblement de voitures. En vrai, c'était super bien organisé. C'était grave cool. Même à un moment, on était allé dans un garage où il avait plein de voitures de fous et tout. Et je me souviens, il fallait qu'on y aille le matin, je crois, ultra tôt. Et on était allé, on avait pris des photos avec des voitures et tout. En vrai, c'était bien. Mais c'est vrai que c'était fatigant quand même parce qu'en fait, toute la journée, on allait à un point A pour shooter, pour faire des vidéos, à un point B pour shooter, faire des vidéos, machin, bidule, rencontrer des gens. Enfin, tu vois. Et en vrai, c'était quand même un bon souvenir. On a vécu plein de trucs cool là-bas. Mais c'est vrai que limite, il y a des gens, je sais pas, ils mettent un produit par terre et ils le prennent en photo. Ça Ça a marche mieux. beaucoup plus de, tu vois, beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de likes. Ça marche beaucoup plus. Genre, du coup, compliqué quoi. Mm. On a eu quelques perturbations pendant ce podcast, mais Oui, faut qu'on s'y fasse, quoi. c'est ça. Est-ce que tu vas attaquer peut-être toi ton deuxième, Ouais, ton vous deuxième savez que échec? ça fait déjà 50 minutes. Ouais, je pense qu'on fera une partie 2, hein. C'est ça. C'est dingue parce qu'on a tellement beaucoup plus de choses à dire, Plus de détails sur les plus de échecs. détails sur les échecs, ouais. C'est ouf. Bah, en fait, tu apprends beaucoup plus quand tu commets des échecs, enfin, quand il se passe des échecs que quand tu as des réussites. Parce que les réussites, tu peux les expliquer de mille et une manières, mais tu sauras jamais c'est laquelle la vraie, tu vois. C'est ça. Alors que les échecs, généralement, tu peux mettre le doigt sur les problèmes. C'est ça. Mais là, on en a dit quoi? Un chacun? Ouais. Mais à la limite, faudrait limite s'arrêter là et faire d'autres parties, hein. Ouais. Parce que sinon, ça va durer 3 heures, ça veut dire. Bah oui. Ah oui. moi, je peux en clôturer. Bah, au pire, on va dire un dernier. Bah, t'en Mais, dis un dernier alors. Vas-y. Mais moi, juste, est-ce que les podcasts, là, quand il y a des problèmes techniques comme ça, on peut les mettre dans des échecs? Oh, oui, 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 ce podcast pourra faire Je sais peut-être pas, partie il s'est d'un passé quoi. échec ou je sais pas. Bah, en fait, les facecam de Denis, ils ont un peu planté, mais... Aïe. Hein? Tout. Ouais. Mais non, Si, genre, il n'y a pas du si, tout. si, en vrai, il y a quelques minutes, ça marche bien et tout, mais... Quelques minutes, c'est quoi? Ouais, 2-3 minutes où ça passe plutôt bien. C'est vrai? 2-3 minutes où tu parles même pas, tu sais, genre. Non, je sais pas. Non, non, en vrai, ça va. Ça va. Ok. Mais du coup, est-ce que vous voulez que je dise un échec qui nous a... Moi, personnellement, qui m'a beaucoup impacté. Vas-y, tu clôtures sur cet échec-là. Et je clôture sur cet échec-là. L'échec récent, enfin, ça fait déjà 1 an quand même, qu'on a vécu, c'est de base, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui nous ont posé des questions sur ça. Mais de base, on était 4 associés. On était 4 associés, dont l'une qui est partie. Donc, je dirais, le départ d'une associée, je le vis un peu comme un échec, sachant qu'on avait tous aussi une relation particulière avec elle. C'était ma meilleure amie. Enfin, j'en dirai pas plus, mais c'était une personne qui était très proche de moi. Et aussi, quand on avait commencé Kamad, c'était celle qu'on montrait le plus. Enfin, c'était un peu l'image de la marque, parce que on avait décidé que ce soit le cas. Tu vois, moi, je faisais beaucoup de stories, mais elle était un peu la modèle de la marque et on la voyait beaucoup. Et en fait, j'ai vécu, je parlerai plus professionnellement, puisque personnellement, c'est pas le sujet. Mais je l'ai vécu comme un échec, puisque en fait, quand j'ai senti qu'elle partait, professionnellement déjà, je m'étais dit que c'était vraiment la fin de Kamad et que ça y est, on pouvait fermer bagages et que les gens allaient arrêter de nous suivre parce qu'elle n'est plus là. Enfin, pour moi, c'était nous 4 et quand elle est partie, pour moi, ça y est, on devait fermer Kamad et c'était la fin pour nous, que ça ne marcherait plus. C'est vraiment la réflexion que je m'étais dit parce qu'elle se montrait beaucoup, on la voyait beaucoup et elle faisait aussi partie de notre noyau. Donc, je ne sais pas dans quel angle le prendre, mais ouais, je l'ai vécu vraiment comme un échec dans le sens où c'était une période très, très compliquée, je pense, pour nous.
En fait, de faire le deuil l'échec, de ça, quoi. en fait, il est compliqué à établir l'échec. Mais oui, je suis d'accord avec toi que ce s'en est un. En fait, je pense que l'échec, il vient aussi du fait que, euh, en fait, quand tu es plusieurs associés, ça peut être un peu compliqué parce que, en gros, comme tu travailles énormément, tu vois, genre ensemble tout le temps, tu vois, ben, il y a parfois des choses que ton autre associé ne va pas forcément te dire, mais que peut-être il ressent, et etc. Et en fait, petit à petit, ça commence un peu à l'envenimer, tu vois, et il se sentirait peut-être comme un traître à devoir dire, tu vois. Donc, par exemple, que ce soit pour l'associé qu'on a eu, en fait, je pense que c'est une question de ça. Et pourtant, nous, de notre côté, je pense qu'on avait quand même essayé de mettre un climat dans le sens à, dès qu'on pense quelque chose, dès qu'il y a quelque chose qui nous trotte dans la tête ou quoi que ce soit, on peut tout dire et de toute façon, les choses vont toujours bien se finir parce que on n'est pas des mauvaises personnes, tu vois. On n'est pas des tyrans ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut établir quand tu commences à avoir des associés ou que tu commences et que tu as des associés. Je pense que c'est vraiment ce truc de dès qu'il y a quelque chose qui va pas, dès qu'il y a une idée peut-être dans la tête qu'il faut parler, etc., de prendre le temps d'en parler et C'est ça. que au final, que ce soit deux, trois ou quatre, tu vois, il faut quand même qu'on forme vraiment quelque chose de solide, tu vois. Moi, c'est ma vision de ce que ça doit être quand on est des associés qui travaillent tout le temps ensemble. Là, c'est vrai que peut-être, je sais pas, il y a eu un problème ou quoi que ce soit et que ça a été mal géré, tu vois. Mais ce qui est compliqué, c'est de faire la part entre il y a eu une erreur de management d'associés, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire comment on s'organise entre nous pour que ça se passe bien, ou soit, ben, il y a parfois, tu vois, genre comme dans le management normal, tu as beau être un bon manager, il y a toujours quelqu'un qui peut te dire, enfin, tu vois, t'insulter, claquer la porte, tu vois. Est-ce que ça veut dire que tu es un mauvais manager? Non, c'est qu'il y a des fois, il y a des gens, c'est pas le bon moment, c'est pas, ils sont pas dans leur truc et ben, ça les suivra pendant un certain temps, tu vois. Enfin, tu vois Mais ce que je pour veux moi, dire? c'est beaucoup aussi une question de mentalité parce qu'en fait, nous, on est tous les trois, on est dans une mentalité de survie. Quand on a lancé l'entrepreneuriat, on a toujours été dans une mentalité de survie parce que on peut pas arrêter et aller chez nos parents. Enfin, on n'a pas ce truc-là de, on a le luxe d'arrêter. Enfin, vous voyez. Du coup, déjà, le fait de pas avoir dans ta tête cette façon de penser-là, c'est pas une possibilité parce que nous, on arrête, on se retrouve à la rue, ça devient très compliqué pour chacun d'entre nous. Et contrairement, bah, du coup, à Mathilde, où, grâce à Dieu, tu vois, ses parents vont très bien financièrement ou dans sa vie en général, elle n'a pas ce problème-là de, bah, si elle arrête, elle va se retrouver dans la merde, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il y a eu cet aspect-là et surtout aussi, je dis que c'est un échec parce que, en fait, on était tellement fatigués et on travaillait tellement beaucoup à cette période-là qu'on n'a peut-être pas pris le temps de prendre soin de chacun ou de peut-être se poser des questions de comment aller chacun à cette période. C'était après le premier défilé, non? C'était après, non, c'était quand même un peu plus tard que le premier défilé. Oui. Mais oui, oui, c'était notre deuxième, troisième année Ok, d'entreprise, quoi. ok. Ouais, bah, peut-être qu'il y a eu un moment où forcément tout le monde était un peu fatigué ou quoi que ce soit, tu vois. Mais en fait, je pense que le problème aussi, c'est lié au fait que des fois, quand il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne veulent pas en parler, C'est ça. ils n'en parlent pas. Et donc, du coup, ça s'enfouit et limite, tu vois, ça devient encore pire petit à petit. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours garder quand même un bon contact, tu vois, genre avec tes associés quand vous êtes ensemble, parce que c'est censé être aussi vous qui travaillez le plus, tu vois. Et après, il y a des fois, ça se passe comme ça et tu peux pas faire autrement, tu vois. Comme la personne, t'as beau avoir, comme j'ai dit, tu vois, t'as beau avoir un bon management, la personne qui veut claquer la porte et se barrer, elle se barre, tu vois. Ça veut pas dire, avec ça. oui, il faut être OK avec ça, mais ça veut pas dire pour autant que tu es un mauvais manager. C'est juste les gens, il y a des fois, ils prennent les décisions qu'ils ont envie de prendre, tu vois. Il y a des fois, il y a des gens, ils font ce qu'ils veulent, hein, tu vois. Après, nous, on est tombé aussi sur des cas où, tu vois, comme il racontait Denis, tu vois, la meuf, elle veut en faire qu'à sa tête. Non, non, mais c'est un faux contrat. Arrête. C'est juste, c'est pas le siège principal qu'on a mis, genre. C'est ça. Tu vois, ça te change rien. Ne me fais pas la comptable du coin, en vérité, tu vois. Si tu veux, on va t'expliquer, etc. Mais bon, si tu veux prendre tes affaires et te barrer comme elle l'a fait, tu vois, sans qu'on lui demande, tu vois, il y a des, il y a,
Ouais, c'est ok. C'est juste que ça veut pas dire pour autant que parfois c'est pas dû à un mauvais management, tu vois. Parfois c'est juste dû à des gens, je sais pas, ils sont en colère, après tu sais, ils ont leur vie à côté, tu vois. Bien sûr. Des fois c'est comme ça, hein. Après, moi, perso, moi, comment je l'ai vécu, en fait, moi, j'ai vécu ça comme un échec euh, de groupe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je l'ai plus vécu comme, pas de notre faute, hein. Je sais, enfin, je pense que, je sais pas, je sais pas la faute à qui, mais quand on avait commencé, on s'était dit que on allait tout faire pour rester ensemble et que genre on allait tout le temps trouver des solutions. En gros, on s'était fait un pacte comme quoi on allait rester pour toujours ensemble, qu'on allait prouver au monde entier que c'est possible de travailler en groupe avec des associés sans que ça se passe mal, etc. Et en fait, ça aurait pu pour moi être possible, mais juste, je pense qu'il y a des mauvaises décisions qui ont été prises que moi, j'arrive pas à justifier. Peut-être que vous aussi, vous n'arrivez pas à justifier. Je pense que c'était pas un conflit ingérable. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, quand elle est partie, je pense qu'il y avait des solutions, mais qui n'ont pas été prises qui n'ont pas été bien prises, mais voilà. ouais, c'est sûr, ouais. Et du coup, cet échec, en fait, je le mets pas, enfin, je le prends pas personnellement, tu vois, mais je pense que c'est juste, enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas, j'arrive C'est pas très à compliqué expliquer. de se livrer sur les échecs. Non, mais c'est surtout que, tu sais, il y a un aspect, genre, Mathilde, si tu en me fait, regardes. c'est comme si limite tu te disais, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, mais que du coup, tu aurais dû me dire, donc, et qu'après, on aurait pu tous en parler, mais c'était pas obligé de prendre une décision qui soit aussi lourde, alors que ça aurait pu être bien amené. En fait, du coup, c'est de la faute de un, mais sans être forcément la faute de l'autre. En fait, c'est de la faute de personne, mais en même temps, ben, du coup, ça s'est mal passé. En fait, c'est ça que je dis, c'est que euh, on a pu bien se comporter, que ce soit, tu vois, genre de façon professionnelle ou de façon amicale, mais en fait, on saura jamais si on s'est bien comporté, parce qu'on peut toujours prendre les choses à l'envers, Ah bah tu vois. moi, je me suis très bien comportée Non, mais et, oui, bah, enfin, oui, oui, et mais ce que je veux j'ai une lettre qui le prouve, hein. non, mais toi, t'es sûr de toi, tu vois. Bah Mais oui. ce que je veux dire, c'est que c'est surtout dans la tête de l'autre personne, tu vois. Il peut toujours y avoir quelque chose duquel elle a mal pris ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est ça qui est compliqué à gérer avec les associés. C'est que, en même temps que tu veux être dans la transparence et qu'on peut tous dire, etc., mais il y a certaines personnes qui vont quand même se dire, ouais, mais enfin, je veux garder mon espace intime. S'il y a des fois, tu vois ce que je veux dire? Si des fois je pense des choses ou je sais pas quoi, genre, c'est un droit que j'ai ou c'est une obligation que j'ai de tout dire, tu vois? Mhm. Et en fait, ça, c'est juste des personnalités parfois que c'est un peu compliqué, tu vois. En fait, il y a des fois où on veut faire bien, mais comme j'ai dit, si la personne en face de toi, elle veut le prendre d'une certaine manière, Mhm. tu peux pas vraiment lui en empêcher parfois, Ouais. tu vois. C'est comme par exemple quand quelqu'un il est énervé ou que, je sais pas, tu vois, Mhm. t'as beau lui dire des trucs lucides, tu dis non mais t'as pas à être énervé parce qu'en fait, regarde, c'est un prank par exemple, tu vois, genre c'était une blague, tout ceci est faux, je sais pas quoi, mais la personne elle peut continuer à être énervée, Mhm. mais de façon irrationnelle, tu vois. Mhm. Il y a des fois, c'est un peu comme ça. Si la personne, elle veut être énervée, elle veut, je sais pas quoi, au bout d'un moment, elle sait qu'elle fait ce qu'elle veut. Donc, au bout d'un moment, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est surtout aussi sur le fait aussi qu'on devrait se rassurer que bah, quand un créateur fait un projet en commun avec d'autres associés, etc., on peut survivre après que bah, son associé parte et on peut très très bien continuer à s'en sortir et continuer à travailler. Je pense que c'est important aussi de tirer leçon de ça, parce que moi aujourd'hui, je suis contente que ça se soit arrivé, enfin ça se soit passé comme ça, parce qu'en fait on a vécu tellement d'autres échecs suite à son départ, et Mathilde était de nature très stressée, que je pense qu'elle n'aurait pas pu supporter les échecs de fou malade qu'on a vécu direct On a avec son... enchaîné juste après. Oui, voilà, qu'on a enchaîné juste après, et ça nous a permis aussi de nous trois de ressouder nos liens et de se réconforter aussi sur le fait que bah, peut-être qu'elle est beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Enfin, je vois qu'elle voyage tout le temps et enfin, il n'y a pas d'animosité sur ça, sur son départ. Mais oui, c'était quelque chose, c'était une période très compliquée à vivre, mais je pense qui a été très bénéfique pour nous parce que dans tous les cas, par la suite, avec tous les échecs qu'on a vécus, ça aurait été très compliqué pour elle de continuer aussi avec nous, quoi. Mhm. À chaque échec, tu t'en ressors plus grand, hein. De toute façon, c'est Ouais, une c'est ça. vérité. C'est ça. Mais tu sais que pour,
je sais pas, clôturer ou quoi, ou faire un lien, tu vois. Mais pour faire un lien avec ce que tu as dit et cette histoire de management, c'est que, tu vois, tu avais dit aussi qu'il y a Elena qui t'avait dit que tu avais quand même pris beaucoup plus de maturité et que ça se voyait que tu avais un comportement un petit peu plus leader, etc. Et en fait, parfois, je sais pas si c'est dans ton comportement que ça s'est traduit ou si c'est juste elle qui a vu aussi qu'on a fait face à beaucoup de problèmes C'est ça. duquel on a su se relever et que ben, ça forge aussi une image qui est que, ok, ces gens-là, ils abandonnent pas, ils prennent beaucoup de temps, d'attention à régler tous les problèmes, à se relever quand c'est compliqué, à garder quand même le sourire, etc. Donc ça peut aussi avoir une image de toi qui est courageuse, tu Bien vois, sûr. et que je pense que c'est aussi une valeur que tout le monde respecte plus ou moins, tu vois. Mm. Mais voilà. En fait, c'est pour ça aussi que parfois, c'est bien de montrer que forcément, tu es au travail, que quand il y a des problèmes, tu les affrontes, etc. Et je pense que c'est aussi ça qui forge une genre d'équipe et un genre de respect, entre guillemets, hiérarchique, tu vois. Mais voilà. Et surtout que, en fait, faut être OK sur le fait que bah c'est pas parce que c'est tes salariés qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Moi, j'ai aucun problème sur la transparence, sur le fait que peut-être qu'il y a des choses que je peux faire qui peut les déranger ou je peux avoir mes mauvais jours. Enfin, j'ai pas du tout ce truc de ah, t'as le droit de rien me dire parce que je suis ta patronne. J'ai aucun problème sur mon ego de patronne et je pense que vous aussi. Et c'est pour ça que les personnes qui sont avec nous depuis 3 ans aujourd'hui, ils se sentent en confiance de travailler avec nous parce qu'ils savent très bien qu'on n'est pas dans un complexe de vouloir faire les boss ou de vouloir faire les patrons. Moi, la vision dans notre entreprise, c'est qu'on travaille tous ensemble, qu'on essaie de se pousser vers le haut, chacun dans la merde qu'on est, tu vois, Ouais. et qu'un jour on puisse tous profiter du succès de notre entreprise, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, de toute façon, que ce soit Euh, en fait, dans ce que tu dis, tu as raison, mais en fait, je pense que plus tu es une grosse entreprise, plus tu as des risques d'avoir des très gros problèmes, tu vois. Donc, plus ton entreprise est grosse, plus tu as de gros problèmes, tu vois. bon signe? Bah, ça peut être... Non, mais ce que je veux dire, c'est que les problèmes que tu ressens maintenant, de toute façon, ils se retraduiront à peu près à la même échelle et à la même intensité au fur et à mesure de ton entreprise, tu vois. Donc, je pense que c'est un point en commun avec toutes les entreprises, c'est que parfois, tu vas être confronté à des problèmes, petits problèmes, ça peut se gérer, moyens, etc., jusqu'à que gros problèmes aussi. Et je pense que quoi qu'il arrive à tous les niveaux, tous les entrepreneurs, ils sont confrontés à ce genre de situation, tu vois. Et c'est vrai que la meilleure pour moi, c'est pour ça que vaut mieux subir le plus d'échecs possible au début quand tu commences dans l'entrepreneuriat que de les subir plus tard parce que ces mêmes échecs en fait ils peuvent te tomber dessus à une échelle différente à 2, 5, 10 ans plus tard et peut-être qu'à ce moment-là tu n'auras pas les moyens de les gérer aussi. C'est sûr. Par exemple, cette histoire de gangrène avec des employés, imagine, ça t'arrive quand tu as, pas, une équipe de centaines de personnes et que tu perds toute ton équipe à ce moment-là, genre, à cause d'une personne, et c'est vite arrivé, tu vois. Mm. À ce moment-là, des fois, peut-être que tu peux pas rebondir, tu peux pas recruter une centaine de personnes directement après. C'est pour ça que c'est mieux, genre, de prendre et savoir gérer ces problèmes-là dès tes débuts que euh, essayer de les mettre sur le côté, ne pas les gérer, ne pas les voir et les ignorer. Et plus tard, genre, quand ça va t'arriver, à ce moment-là, tu seras obligé de les gérer, tu vois. C'est sûr. Grave. Mm. Mais c'est pour ça que, en gros, parce que tu sais, c'est un peu une trend de dire que plus tu as d'échecs, mieux c'est, etc. En fait, je suis en partie d'accord, mais tu sais, il y a un peu ce truc américain, tu vois. Genre, il y a le CV des réussites, mais le CV des échecs, il est plus important. Je comprends cette dynamique-là, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas totalement d'accord avec ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que Moi, je dis d'avoir pas qu'il des faut les échecs. provoquer. Non, non, mais bien sûr, Je non, dis non, pas, non, faut non, pas les même dans ce provoquer, faut pas sens-là. les chercher. Non, 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 même dans ce Mais si ça sens-là. t'arrive, faut les voir comme. Ben, en fait, c'est ça le truc, c'est que si tu as des échecs, c'est cool. Mais c'est cool seulement si toi, tu arrives à, de ton côté aussi, essayer de les regarder, de savoir pourquoi, et juste aussi pour essayer de ne pas les reproduire, tu vois. Parce que si tu fais pendant 15 ans le même échec, Bah oui. au bout d'un moment, il faut que tu te réveilles, tu vois. Donc je pense que le truc à dire aussi, c'est,
tu as totalement raison. Le mieux, c'est de se tromper à ses débuts, dans le sens où c'est le moins grave, tu vois. Mais une fois que tu t'es trompé, avoir quand même aussi la force de pouvoir regarder l'échec et de se dire, ah ok, il s'est arrivé ça, et une fois qu'il m'est arrivé ça, j'espère que ça va plus jamais m'arriver parce que je sais maintenant comment un peu me comporter face à ce problème-là et à ces situations-là, tu vois. Et voilà. Mais après, ce qui est un peu frustrant aussi, c'est que c'est bien, tu vois, de regarder les échecs que tu as fait pour essayer de ne pas les refaire, etc. Mais parfois, j'ai l'impression que tu es confronté à des échecs différents un peu souvent. Ouais. Tu vois? Toujours des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, putain, mais c'est quand que cet échec, enfin, c'est quand que cette situation elle va pouvoir se refaire, histoire que je puisse montrer que j'ai appris de mes échecs, tu vois, et que ce ne soit pas des échecs tout le temps Bah, différents qui se généralement, un échec, ça se débloque pas à un moment donné. C'est tu sais, c'est des accumulations de choses qui font qu'à ce moment-là, il y a il y a une cassure. Ah, oui. Mais par exemple, euh, la meilleure chose, je pense, une chose encore mieux, je sais plus qui m'avait dit ça, la chose la plus intelligente, c'est d'apprendre des échecs que d'autres ont commis. Oh non, ma phobie, moi j'ai du mal avec ça. Je te jure que c'est la meilleure chose. Parce qu'en fait, du coup, si tu arrives à genre intellectualiser la chose et te dire, OK, chez moi, ça pourrait se passer, et du coup, je vais éviter d'en arriver là, parce que je sais que chez lui, c'est arrivé. Et genre, c'est ça aussi qui est bien de discuter avec d'autres entrepreneurs, etc. Ça permet de savoir où il en est, qu'est-ce qu'il a subi, comment il en est arrivé à là, pourquoi, si, ça. Et comme ça, genre, même si tu l'as pas vécu, bah en fait, à travers une autre personne, quelque part, tu l'as vécu et tu sais comment ne pas le reproduire chez toi, tu vois. Et en vrai, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'on a énormément d'échecs qu'on a esquivés un peu comme ça, de par notre entourage, ou même par exemple, je sais que notre père qui est dans l'entrepreneuriat aussi, qui a dû nous donner deux, trois fois des conseils par-ci par-là. Certains qu'on n'a pas écoutés et que par la suite on a subi un peu ce qu'il nous avait déconseillé, et d'autres qu'on a dû suivre que peut-être qu'on ne se souvient pas forcément. Mais je pense que c'est bien aussi de discuter un peu de ces échecs. C'est pas genre un tabou, faut pas les garder pour soi et ne pas en avoir honte aussi, tu vois. Je pense que ça c'est une bonne chose. Ça, je suis grave d'accord. Mais en fait, souvent, les gens, ils ont du mal à parler. En fait, là, on a fait un podcast sur nos échecs. Moi, je dirais que nous, on n'a pas de problème à parler de nos échecs ou à les raconter, mais c'est juste, enfin, c'est compliqué. Enfin, tu sais, c'est comme Ouais, si tu parce te mettais à nu, pas parce que tu n'as pas envie de leur proposer, etc., mais c'est un exercice que je trouve qui est très compliqué à faire en réalité. Parce que tu as l'impression que tu te livres un petit Ouais. peu et que tu sais, c'est des choses peut-être qu'il y a parfois qui t'ont mis un petit peu mal, peut-être que tu as été un peu triste, peut-être que tu as retourné un peu le truc dans ta tête, etc. Oui, forcément, tu vois. C'est des trucs un peu émotionnels que tu livres aussi, quoi. Ouais. Bah, le plus dur, c'est de surtout se livrer sur des échecs très récents parce que t'as pas encore eu le temps de digérer. les digérer et apprendre un peu apprendre de tes échecs. Parce que généralement, quand tu subis un truc, dès le début, la première chose à laquelle tu penses, c'est que ça fait chier, pourquoi moi, c'est injuste, tu vois. Tout de suite, tu commences à être dans le déni de l'échec. Mm. Et plus le temps passe, plus genre tu arrives à dire, ah ok, je comprends, tu arrives à intellectualiser la situation, à comprendre et à genre en prendre comment ça s'appelle, une éducation de ça. Oui, Alors bien que sûr. des échecs qui tombent, genre je pense que si on prend certains échecs qu'on a vécu là il y a pas longtemps, tout de suite on crie à l'injustice, tu vois. Pourquoi nous? Pourquoi ça n'arrive qu'à nous ce genre de choses? T'arrives pas genre, à les digérer dès le début. Mais tu sais que moi, dans mes autres que je voulais dire, il y en avait un qui était plutôt récent. Ben, on va voir si on a réussi à... À surmonter. Non, non, enfin, un qui était plutôt récent. Enfin, là, c'est bon, il est, entre Ah, guillemets, c'est c'est fini. fini. Ouais, voilà, maintenant, on sait que, tu vois. Ok. Mais ce sera peut-être pour la partie 2, quoi. Allez, c'est parti. Mais si vous aviez peut-être, parce qu'on parle beaucoup aux créateurs et j'adore les commentaires qu'on reçoit aussi. C'est des petites réussites aussi. On a bientôt 50 abonnés sur Wow. YouTube. En vrai, c'est cool. Moi, je suis trop contente. Mais si vous deviez peut-être conseiller ou donner votre avis sur comment les créateurs devraient faire face à leurs échecs, ce serait quoi? Ah, c'est vrai. Ah, c'était Ouais, une question pour nous? Oui. Ah, j'ai cru que c'était une question pour eux. Pour le, genre, mettez ça en commentaire. Je me suis dit, ah ouais, mais ils vont être longs leurs commentaires, en fait. Non, c'était pour vous deux. La façon de comment réagir Mm. à un échec? Mm. Bah, je pense que directement, quand tu te confrontes à l'échec, genre, tu te connectes, ah ok, mon drop est sorti, il n'y a personne. Bah, super, ouais, tu vois. Non, je pense que d'un certain côté, il faut prendre un petit peu de temps, ok,
entre l'échec quand il est effectif, tu vois, et après, je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps à essayer de peut-être même marquer sur une feuille ou mentalement, essayer de se faire des choses de ce que tu as fait, de ce que tu as fait pour que tu aies l'impression que ça réussisse, tu vois, de ce qui s'est passé, tu vois, pour que ça mène à l'échec, et essayer de faire un peu des corrélations entre des choses que bah, peut-être tu aurais pu faire, des choses qui sont rentrées en lien que toi, tu avais, tu vois, a posteriori, du coup, tu as remarqué, tu vois, et qui pourraient t'emmener un peu au bon endroit, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est aussi, comme il a dit Denis, je pense, de parler un petit peu aussi avec les gens qui gèrent des entreprises, des gens qui ont un peu un commerce un peu comme toi ou quoi que ce soit, et que ce soit donner des conseils ou soit discuter de savoir ce que pour eux ça a marché, pour d'autres, etc. Tu vois. Ou écouter comme ce genre de podcast-là en vrai, tu vois. C'est beau. Ok. Et toi, Denis? Moi, ce que je dirais, c'est moi personnellement ce qui me fait ne pas m'attarder sur des échecs et me fait avancer et garder la tête froide et être optimiste, tout ça. C'est ma manière de penser, c'est en fait, je vois pas genre l'entrepreneuriat comme un truc au moment présent. En fait, je le vois plus sur du long terme et je vois plus une vision un peu lointaine de ton entreprise ou genre de ce que tu fais. Ce qui fait que, en fait, au moment où l'échec il tombe dessus, en fait, tu peux relativiser et te dire, moi, je me vois ici dans quelques années. Donc, est-ce que, genre, cet échec-là va m'empêcher d'arriver là? Tu vois ce que je veux dire? Tu prends du recul et, genre, tu te dis, euh, si c'est pas un échec genre, qui va te restreindre et qui va t'empêcher d'arriver à ton objectif final, c'est pas grave. Si c'est un échec genre qui le fait, bah tu prends un autre chemin, tu vois. En fait, tout est une question de ta vision et genre des chemins que tu vas emprunter. Il y a des chemins qui vont être semés d'embûches, d'échecs, de réussites, de tout ça. En fait, le tout, c'est de savoir prendre la bonne route et ne pas s'arrêter dès qu'il y a des problèmes sur la route, tu vois. Si vraiment la route est barrée, tu prends un autre chemin. Et, euh, et si genre tu peux escalader des trucs, tu escalades, tu vas plus loin. Tu vois, je l'imagine un peu plus comme ça, moi. J'essaie de prendre un peu plus de recul sur ces histoires-là et genre de voir plus le truc à long terme et Ouais, de continuer de faire avancer la machine, quoi. c'est ça exactement. Et Ok. toi? Moi, je... Ah oui, tu viens de te rendre compte que ta question était un peu compliquée, du Ouais, coup. c'est une question très compliquée. Non, moi, je dirais que il faut faire beaucoup de manifestations. Ah ouais, en mode Ouais, en aller en fait, il manif, quoi. faut beaucoup manifester. Et pour bien faire sa manifestation, quand tu vis des échecs, il faut très vite les mettre de côté et essayer de tout le temps positiver, même dans tes échecs. C'est-à-dire que quand tu vas vivre un échec, trouver toujours la chose positive qui en ressort dans cet échec pour très très vite essayer de passer à autre chose. Hmm. Garder le positif et essayer de Ouais, mettre de côté le c'est négatif. ça. Ouais, ouais, je pense que c'est. Et en Ouais. 2 mots, tu dirais quoi pour répondre à ta question? En 2 mots seulement. Keep going on. Ok, super. Putain, il fait vraiment très chaud, hein. Je viens juste de me rendre compte que j'arrive pas du tout à parler. Mais On keep est... going on, ça Ouais. fait 3 mots. Essaie de le. Let's go! Ok. On est à la... Waouh, ça passe très très vite, hein, c'est dingue. On est à 1h17. En vrai, j'espère que vous aurez plein d'autres questions à nous poser pour la partie 2 C'était et la même la première partie fois 3 aussi peut-être. où Et notre drop j'espère a que flop. ça va vous Le départ d'une réconforter associée, je le vis un l'idée peu comme que un échec, tout le monde peut faire sachant des échecs. qu'on avait tous aussi une Donc, relation c'est particulière ok. avec elle. Et c'est pas C'était grave. ma meilleure amie. Et lui, le Et flic, j'espère que cet il épisode voulait vous faire a le plu. plus En tout malin des cas, malins, tu vois. Il n'hésitez était là, genre, pas à vous tu vas abonner, pas m'avoir comme à ça, mec. commenter, à liker, à nous soutenir et c'était trop agréable. Il y a le CV des Merci. réussites, mais le CV des Ah oui, échecs, il est d'ailleurs, plus important. Une j'ai grosse oublié de vous campagne dire, c'est la Fondation de la mode, bien dans sûr. laquelle il y a eu Donc, beaucoup de si vous budget, voulez ça veut pas créer votre forcément marque de dire qu'elle va vêtements et super bien rejoindre la marcher. Fondation de la Du coup, on mode, avait dropé la collection c'est et on a vu via que genre ça allait pas du tout pris. fondationdelaMode.com. À ce moment-là, on était Merci très à mal tous. de voir genre tout le monde partir. On était retrouvés nous seuls.